Encore beaucoup de sang allait couler de part et d'autre. La bataille de la Porte de l'Aigle était loin d'être terminée. L'assaut suivant ne se fit pas attendre. À peine les chevaliers s'étaient-ils mis hors de portée des arcs longs des elfes que l'avance du reste de leur armée les empêcha d'aller plus loin. Darkblade était muet de colère. Pourtant, il parvint à rallier enfin ses chevaliers. Ignorant les traits de baliste qui volaient dans leur direction, le tyran de Haggrave traqua personnellement une dizaine de ses lieutenants et les décapita, avant de lancer leurs têtes dans les rangs des tristes lames et des corsaires qui arrivaient. La soldatesque n'avait aucune amitié envers les chevaliers et se réjouit intérieurement de leur sort. Quant à Darkblade, il entendait Zarkhan murmurer dans son esprit. Le démon l'adjurait de le libérer et lui promettait en échange de lui apporter la victoire. Comme d'habitude, Darkblade résista à la tentation. Une fois l'ordre restauré, il poussa son armée à avancer. Toutefois, elle avait perdu son allant. Un assaut de cavalerie décisif aurait pu chasser les défenseurs de la brèche, mais son échec forçait les elfes noirs à suivre une tactique plus conventionnelle. Darkblade pouvait voir que les Azul avaient empilé les cadavres des sang-froids juste devant la brèche afin de créer un obstacle de chair morte à portée des archers postés sur les murailles. Ce rempart funeste rendait impossible toute nouvelle charge de cavalerie. Il était temps pour l'infanterie d'entrer en action. Darkblade brandit son épée démoniaque pour faire signe à ses troupes d'avancer. L'assaut suivant ne se porta pas uniquement contre la brèche, car Darkblade avait retenu la leçon. Au lieu de cela, la ligne de bataille des elfes noirs s'étala sur toute la largeur de la Porte de l'Aigle. Des éclairs noirs se mesuraient au feu blanc, tandis que les sorcières affrontaient les mages dans des duels magiques, chacun tentant de s'approprier les énergies surnaturelles en provenance des sommets montagneux. Des balistes aux traits chargés de noirs enchantements frappaient la Porte de l'Aigle et faisaient voler en éclats les poivrières et les créneaux. Des corsaires lancèrent leurs grappins sur les remparts et se hissèrent le long des murs lisses, faisaient des chutes mortelles en hurlant lorsque les défenseurs coupaient les cordes. Des harpies volaient au-dessus du parapet de la muraille pour harceler les hauts elfes. Des hydres percutaient les immenses portes en bois d'étoiles cerclées d'argents enchantés. Des flammes magiques jaillissaient des meurtrières. Les hydres périrent les unes après les autres, souvent en piétinant leur maître sous l'effet de la fureur et de la douleur. Les ombres chassaient les Aesanar dans les pentes rocheuses avant de périr à leur tour, une flèche logée dans l'œil ou la gorge. Darkblade s'en moquait. Ce n'était que des ruses destinées à empêcher des troupes fraîches de renforcer la brèche. Des centaines d'elfes noirs y étaient morts, cependant, le tyran disposait encore de milliers de troupes en réserve. Il les jetait au fur et à mesure contre la Porte de l'Aigle, comme un charbonnier enfourne des pelletées de houille dans son fourneau. Alors que le premier assaut s'était effondré au bout de quelques minutes, le second dura jusque tard dans la nuit. La profondeur des régiments de Tristelamme et d'Affrelance était telle qu'il était impossible au premier rang de battre en retraite. Les guerriers combattaient jusqu'à la mort ou étaient frappés dans le dos quand ils se tournaient désespérément vers les boucliers de leurs camarades situés derrière eux pour essayer de fuir. Pour les elfes noirs, il n'y avait que deux issues possibles, la victoire ou la mort. Pour l'instant, cette dernière
s'emparait de centaines de soldats tandis que la première refusait de leur sourire. Le prince Ivarn avait mené ses guerriers hors de la brèche afin de former une ligne de bataille. Derrière eux, perchés sur les décombres et les pentes jonchées de cadavres, les archers portant les couleurs de Calédor étaient arrivés. Ils avaient fait passer leur loyauté envers la porte de l'Aigle avant les querelles entre leurs princes et les autres royaumes. Leurs volées précises envoyèrent bon nombre d'elfes noirs dans les bras d'Erethkial. Ivan et sa garde, Deiten, continuaient le combat en dépit des pertes qui s'accumulaient. Près de la moitié des soldats du prince étaient tombés, toutefois, les survivants combattaient sans peur, et à chaque fois qu'un elfe vêtu de blanc mourait, le chant guerrier de Cain, étrange et magnifique, résonnait plus fort. Alors que l'aube se levait, le deuxième assaut s'essouffla enfin. Les elfes noirs s'enfuirent en aval de la passe en abandonnant derrière eux les cadavres ensanglantés et fumants de leurs camarades. Darkblade était de nouveau en proie à une fureur terrible et ordonna à ses lieutenants de rallier les troupes en vue d'une autre attaque. Le tyran de Haggrave ne parvenait pas à réaliser que les défenseurs avaient réussi à résister à un assaillant qui était pourtant 10 fois plus nombreux. Il était hors de question que cette résistance s'éternise, car les armées de Tiranoc et d'Ellyrion devaient déjà être en train de converger vers la porte de l'Aigle pour briser le siège. Darkblade devait s'emparer coûte que coûte de la forteresse avant leur arrivée, sinon tout serait perdu. Une fois de plus, il se demanda si cela ne faisait pas justement partie du plan de Malekith. Cependant, il chassa cette pensée. Le troisième assaut débuta lorsque le soleil était à son zénith. Darkblade commandait l'attaque personnellement, cette fois. Il n'avançait pas au milieu des rangs, mais se détachait fièrement de la troupe, à côté de la bannière de Haggrave. Ses plus fidèles vassaux, des chevaliers des ténèbres brûlantes, l'entouraient, et ils étaient suivis par les guerriers de la propre maisonnée du tyran. Il ne fallait plus faire dans la demi-mesure. L'élite de son armée allait écraser l'ennemi. Tandis que les chevaliers des ténèbres brûlantes s'élançaient au galop, des formations de corsaires avancèrent vers les portes déterminées à récolter leur part de gloire lors de cet ultime assaut. Une fois encore, la tuerie commença bien avant que les lignes des Nagalotti atteignent les soldats d'Ivarn. Les cordes des arcs se détendaient dans des bruits secs et délivraient des volées de traits acérés. Les mages de Calédor invoquèrent des feux magiques qui dévalèrent les murailles et engloutirent les régiments d'elfes noirs. Néanmoins, ces derniers poursuivaient leur progression. Les cieux tourbillonnèrent quand les astromanciens de Saphérie déclenchèrent une pluie d'éclairs. Toutefois, les sorcières de Drusala se tenaient prêtes et les fourches électriques se dispersèrent avant d'atteindre les chevaliers. Gloussant d'une joie maléfique, les sorcières remodelèrent ces énergies en nuages d'où émergèrent des tentacules ondulants et qui remontèrent le long des murs avant de ravager les remparts, ne laissant que des squelettes luminescents dans leur sillage. Au bout de ce qui sembla être une éternité pour Darkblade, et alors qu'Ivarn trouva ce même laps de temps bien trop court, les chevaliers des ténèbres brûlantes atteignirent les monticules de cadavres et les hauts elfes qui s'abritaient derrière. Quelques attaquants furent désarçonnés lorsque leurs montures s'empêtrèrent dans les monceaux de corps, mais pour sa part, le sang-froid de Darkblade l'amena au cœur de la formation adverse. L'épée de Malus Darkblade fendit le casque et le crâne d'un autre lancier d'Eiten. Le haut elfe s'effondra, et Spite s'avança dans la mêlée. Sa gueule se referma sur la tête d'un chasseur de Krace.
Libère-moi, susurra Sarkhan dans l'esprit de Darkblade. Je peux t'apporter la victoire. Jamais, cracha Darkblade. Ah. Oui, il y a une faute d'orthographe. Cracha Darkblade, même si une partie de lui voulait céder à la demande du démon. Depuis combien de temps ne l'avais-je pas libéré? Il ne s'en souvenait pas. Les jours interminables et les nuits sans sommeil lui avaient fait perdre toute notion de temps. « Je pourrais t'y obliger », persifla Sarkhan. « Toutes ces souffrances et la magie qui défie les montagnes, je m'y suis abreuvé, et tu ne peux plus me résister. » « Dans ce cas, pourquoi demander ma permission ?» ironisa Darkblade. « Je ne puis te combattre, toi et nos ennemis en même temps, » reconnut le démon. « Mais il me semble que tu as un peu le même problème. » Au même instant, un concert de corps de guerre résonna à l'ouest. Leurs notes cristallines montèrent dans le ciel chatoyant. Les troupes de Tiranoc étaient arrivées plus tôt que prévu. Malus avait échoué. Darkblade maudit Fellheart de ne pas les avoir retenus plus longtemps, et Malekith de lui avoir ordonné un assaut aussi hâtif. Et plus que tout le reste, il se maudit d'avoir obéi à la volonté du roi sorcier. Il n'avait plus le choix. « Très bien, je te libère. Nous allons les massacrer ensemble. » Sarkhan ne répondit pas, mais Darkblade sentit l'esprit du démon se mêler au sien. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas comme d'habitude. Puis, la douleur l'envahit, et les seules choses qu'il perçut furent ses propres cris. Darkblade s'était attendu à ce que ses chevaliers dévastent les lignes d'Ivarn et pénètrent dans la forteresse. Après tout, les défenseurs étaient épuisés suite à une journée de combat ininterrompue alors que ces nouveaux assaillants étaient composés de troupes fraîches. Cependant, à l'insu du tyran de Haggrave, des renforts étaient arrivés à la porte de l'Aigle. Des chevaliers d'Illyrion avaient mis pied à terre pour rejoindre les remparts et faire pleuvoir la mort sur les Nagarotti. Un vol de phénix était apparu. L'air était nimbé de flammes dans leur sillage. Ils dispersèrent les dernières harpies qui harcelaient les plus hautes tours de la forteresse. Et pour couronner le tout, pas moins de 3 régiments des chasseurs de Krace s'étaient joints à la bataille. Leurs haches scintillaient alors qu'elles tailladaient les armures des écailles des sang-froids. Pour la 3e et dernière fois, l'assaut des elfes noirs s'enlisa. Le prince Ivarn vit que les attaquants faiblissaient tandis que les corps de guerre sonnaient à l'ouest. Il murmura une rapide prière en remerciement à Asurian. La porte de l'Aigle était sauve. Au début, les hurlements de Darkblade passèrent inaperçus au milieu du vacarme de la mêlée. Des centaines de combattants mouraient sous les coups d'épée, de lance et de hache, et bien peu avaient le loisir de s'intéresser à autre chose que leur propre survie. Mais lorsque les cris d'agonie de Darkblade montèrent crescendo, une terreur muette s'empara peu à peu des esprits de tous les elfes, comme si des griffes invisibles lacéraient leurs âmes. Le tyran de Haggrave tomba de la selle de Spite. Sa peau ondulait comme la surface d'un liquide. Les combattants s'écartèrent prudemment de lui. Spite, quant à lui, fut sans doute encore plus sensé que les elfes, et s'enfuit dès la chute de son maître. Quelques instants plus tard,
Le corps de Darkblade émit des craquements sinistres, et ses hurlements se muèrent peu à peu en un grondement menaçant, tandis que Tsarkan remodelait le corps de son hôte selon une forme plus plaisante. Les os se tordaient et s'allongeaient, et les chairs se déchiraient dans des bruits immondes. Des pièces d'armure et des lambeaux de vêtements tombèrent au sol, tandis que la créature croissait lentement. Des cornes jaillirent de son front et de nouveaux membres poussèrent depuis son tronc. Pendant un moment, l'épée Warp de Kane apparut minuscule dans l'énorme poing du monstre, puis elle grandit elle aussi jusqu'à s'adapter à la nouvelle morphologie de son maître. Les elfes aux alentours reculèrent d'horreur quand le démon Tsarkan rugit triomphalement. L'épée Warp s'abattit sur les malheureux membres de la garde d'Eiten, tandis que les griffes du démon coupaient en deux les elfes noirs qui passèrent à leur portée. Cette trahison de Tsarkan n'était pas préméditée, car elle avait été suscitée par une avidité soudaine et irrépressible. Tsarkan avait envisagé de s'amuser en massacrant les ennemis de Darkblade. Cependant, les mêmes énergies magiques qui lui avaient permis de dominer l'esprit du tyran de Haggraif avaient également éveillé en lui une rage indicible. Entouré d'âmes elfiques succulentes, Tsarkan s'était laissé emporter, et chaque elfe qui tombait ne faisait que lui faire sombrer un peu plus dans la démence. Les cris d'agonie le galvanisaient, et il sentait le royaume du chaos tenter d'envahir le monde réel. Au départ, il résista car il ne désirait pas partager son butin avec d'autres démons. Néanmoins, une partie de son âme désirait laisser s'ouvrir une faille dans la réalité. En constatant les dégâts provoqués par Tsarkan, Yvarn sut qu'il devait être stoppé coûte que coûte. Les lances ne lui faisaient pas le moindre mal, et si les haches de Krace semblaient plus efficaces pour percer son cuir épais, aucun des chasseurs qui les maniaient n'avait l'occasion de porter le second coup avant de périr. Yvarn prit son courage à deux mains et se jeta sur le démon. Son épée runique scintilla comme l'astre solaire, alors qu'elle frappait Tsarkan à plusieurs reprises. Du sang noir jaillit des plaies et se mêla à celui de ses victimes. Yvarn exulta en constatant que la bête pouvait être abattue. Mais au même instant, une griffe bloqua sa lame et une autre se noua autour de son cou. Le prince poussa un cri étouffé, puis la serre lui broya la nuque. Encore sous le choc de l'attaque, les survivants de la garde d'Eiten battirent en retraite. À l'arrière de l'Ost, des elfes noirs, des chars de Tiranoc venaient d'arriver et se ruèrent vers les formations désorganisées. Les purs sangs d'Amarath et d'Elindon filaient dans la passe. Des ordres sévères s'élevèrent d'une armée des elfes noirs afin qu'elle se tourne vers cette nouvelle menace. Les auriges lâchaient des grêles de flèches tout en galopant et visaient les officiers au sein des rangs des Nagalotti. La panique se répandit lorsqu'ils tombèrent comme des mouches, et les manœuvres s'embourbèrent. Les elfes noirs tentèrent bien de riposter avec leurs arbalètes, mais leur volée était trop précipitée, et elle survenait beaucoup trop tard. Les chars de Tiranoc percutèrent les régiments et les broyèrent, les os et les elfes noirs sous leurs roues cerclés de fer. Depuis son point d'observation sur un pic rocheux, Drusala vit les escadrons de Tiranoc s'éloigner pour se reformer, alors que les elfes noirs parvenaient peu à peu à former une ligne de bataille. Leur charge avait été dévastatrice. Toutefois, l'étroitesse de la passe n'était pas un avantage des auriges, et les empêchait de contourner les flancs des elfes noirs. Néanmoins, Drusala était consciente que l'assaut contre la porte de l'Aigle avait échoué.
Entre les phénix qui piolaient en plongeant depuis les cieux et les efforts des mages, les corsaires n'étaient pas en mesure de prendre pied sur le rempart. Et même si le démon avait repoussé les hauts elfes vers la brèche, il semblait désormais plus intéressé par le fait de massacrer les elfes noirs plutôt que de tenter une percée. Drusala comprit que les elfes noirs n'avaient guère d'espoir. Cela aurait dû la satisfaire, car Morathi ne désirait pas que Malekith rencontre le succès sur les rivages d'Ultuan, mais elle craignait pour sa propre vie. Marandry de Calédor se trouvait dans l'antichambre de la Porte de l'Aigle lorsque les rugissements se firent entendre. Il y avait environ 40 autres elfes avec lui, une dizaine de princes dragons et une trentaine d'archers de Tiranoc. Ils étaient chargés de protéger le système de poulies et de contrepoids qui permettait d'ouvrir les portes et de lever la herse. « Vous les entendez » exclama Ilian, le plus jeune des elfes de Tiranoc. Il avait l'air soudainement joyeux, comme ses camarades. Ils étaient honorés que les princes dragons combattent à leur côté. « Oui, je les entends » confirma Marandry. Les archers étaient jeunes, avides de se battre mais inexpérimentés. Il les envia car, contrairement à eux, il sut qu'il avait définitivement perdu son innocence. « Je vous avais dit qu'il viendrait » exulta Ilian. « C'est vrai » répondit doucement Marandry en observant les jeunes archers afin de prévoir ses prochains gestes. Il ne pouvait plus attendre. « Je suis désolé. »« Quoi » s'étonna Ilian, juste au moment où l'épée de Marandry jaillissait de son fourneau et lui tranchait la gorge. Des cris apeurés des archers se mêlaient à leurs hurlements d'agonie lorsque les autres princes dragons suivirent l'exemple de Marandry. Des bruits de pas précipités résonnèrent au dehors. Marandry para habilement les coups d'épée du dernier guerrier de Tiranoc et lui accorda une mort rapide. « Pourquoi » murmura l'elfe dans son dernier soupir. « Parce que je n'ai pas d'autre choix » répondit Marandry d'une voix lasse. Les chevaliers avaient déjà barricadé la porte de l'antichambre afin de lui donner le temps d'agir. Il retira son épée du corps de sa victime et se tourna vers les nombreux leviers qui permettraient d'ouvrir et de fermer les grandes portes de la forteresse. C'est alors qu'un chœur de rugissements aussi ancien que les montagnes fendit les airs. Des cris de joie remontèrent des remparts. Les Nagarotti regardèrent vers le sud et y virent la mort voler vers eux. Contre toute attente, Calédor était venu. Les dragons attaquèrent de façon impitoyable. Ils étaient nombreux au point que leurs ostes faisaient écho à ceux de l'époque d'Aenarion, car des centaines d'ailes battaient lourdement dans les cieux. Les cris de joie des remparts se muèrent en hurlements d'agonie lorsque les flammes inondèrent le parapet. Lorsque les défenseurs remarquèrent les ailes noires au milieu des membranes rouges et or des dragons de Calédor, il était déjà trop tard. Les commandants tentèrent d'ordonner aux archers de prendre pour cible leurs anciens alliés en vain. Les princes dragons de Calédor étaient les plus puissants guerriers d'Ultuan, et leurs montures étaient presque invincibles. Les dragons volaient à travers les grêles de flèches, et celles-ci rebondissaient sur leurs écailles et les armures magiques de leurs cavaliers. Leurs griffes dévastaient les remparts et précipitaient les elfes vers la mort. Les flammes réduisaient en ruines noircies les tours et les murailles. Les guerriers de Calédor de la garnison trahirent leurs frères et ouvrirent les portes de la forteresse. Les Nagalotti se ruèrent à l'intérieur encore stupéfaits par ce retournement de situation. La garde d'Eithel fut anéantie par les volées de flèches des archers de Calédor. Et au milieu de l'anarchie qui s'installait, Tsarkhan continuait de massacrer les guerriers de Darkblade. À l'ouest, les chefs de Tiranoc virent les portes de la forteresse s'ouvrir
et sûr que tout était perdu. Et ce n'était pas le pire, même si cela paraissait impensable. Calédor avait trahi les royaumes, les autres royaumes d'Ultuan, et rallié le camp du roi sorcier. Voyons maintenant des photos des figurines de cette bataille, avec les elfes, les hauts elfes, contre les elfes noirs.